Jeudi 30 mai 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À l'œil de l'actualité de ce jour, la HCC a déjà reçu une requête relative au scrutin d'hier. Selon le président de cette institution, Florent Rakoutoarsou, ce matin, il est important de respecter les instructions qui ont été fixées concernant le dépôt de requête afin que celle-ci soit recevable, a-t-il poursuivi. Reportage signé Ruth Christelle Rakout-Malal sous les images de Yves Janel. Un jour après les élections législatives, une première requête a déjà été déposée auprès de la HCC concernant ce scrutin selon le président de cette institution aujourd'hui. Tous les partis politiques, ainsi que les simples citoyens qui ont rempli leur devoir en votant, ont tous le droit de déposer de requêtes. Selon les informations qui ont toujours été fournies, il existe des documents nécessaires afin que la requête ne soit pas refusée, notamment la présentation d'une carte d'identité nationale. Ainsi, la HCC est pleinement opérationnelle pour recevoir des requêtes concernant d'éventuelles irrégularités lors des élections législatives. Le président de cette institution, Florent Rakoutoarsou, a accueilli une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de la réception des requêtes électorales, conformément aux formations dispensées par la HCC dans les 6 provinces de Madagascar. Ensuite, la collecte des procès-verbaux et leur traitement dans chaque circonscription effectuée par la SRMV ou la section de recensement des matériels de vote sera achevée d'ici 5 jours selon le délai fixé par la loi. Selon les responsables de la SRMV pour les 6 arrondissements d'Antananarivo, la SRMV recompte les votes et vérifie également le PV avant leur envoi à la CENI et à la HCC. Anne Martina, c'est Sylvain et Dar Hanjiansu. Les résultats du scrutin arrivent progressivement depuis hier vers 20h30 au stade couvert de Mamasn, lieu où se trouve la SRMV ou la section de recensement des matériels de vote des 6 arrondissements de la capitale. Le Fukuntan d'Anjanmanal 1, dans le premier arrondissement, est l'un des Fukutan qui a rapporté son PV en premier au sein de la SRMV hier soir. La SRMV est chargée de collecter les procès-verbaux, de les traiter et les transmettre à la Commission électorale nationale indépendante ou la CENI. Ils disposent d'un délai de 5 jours pour effectuer leur travail à compter de la réception des bulletins de vote. À noter que la SRMV, qui comprend des juges et des techniciens, ne modifie ni ne corrige ce qui est écrit dans les PV. Continuons dans un tout autre sujet. Le gouvernement thaïlandais demande toujours la preuve que les tortues et les singes exportés illicitement vers la Thaïlande le 3 mai proviennent de Madagascar. En effet, des informations circulent selon lesquelles ces animaux venaient de Thaïlande. Par conséquent, l'enquête liée à cette affaire se poursuit toujours et actuellement, la douane malgache renforce ses capacités en matière de lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages. Reportage de Fanjisena Mireille. Bien que des personnes ont été déjà arrêtées concernant l'affaire d'exportation illégale des tortues et des singes vers la Thaïlande le 3 mai dernier, l'enquête du gouvernement thaïlandais suit toujours son cours actuellement. Selon certaines informations, les 1076 tortues et 48 singes capturés provenaient de Thaïlande. Des agents de la douane malgache se sont rendus en Thaïlande pour la suite de l'enquête. D'autre part, la douane malgache renforce sa capacité à lutter contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages, notamment au niveau des aéroports. Les douaniers de l'aéroport d'Ivat sont les plus exposés aux cas de corruption et de trafic en tout genre. Ainsi, il est devenu impératif de rappeler les risques de corruption auxquels ils seront confrontés, ainsi que les différents recours qui sont à leur disposition. Cette campagne est menée conjointement avec l'Alliance Foire-Casse ou AVG. Cette première phase dure 2 jours et est destinée à près de 120 agents des douanes opérant au niveau des aéroports. Et la ville d'Antananarivo et la ville du Caire en Égypte travailleront ensemble désormais. La signature d'un mémorandum entre la CUA et la ville du Caire a été effectuée ce matin à l'hôtel de ville d'Analakel. Cette coopération inclut le partage dans les domaines du tourisme, de la culture, de la santé et de l'éducation ainsi que la formation. Cette coopération prouve également le progrès des relations entre Madagascar et l'Égypte, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Reportage signé Mervoula Sferen sur les images de Praz. La coopération entre l'Égypte et Madagascar se développe dans de nombreux domaines. Outre la construction de grandes infrastructures, pour ne citer que la construction de l'autoroute, cette coopération touche de nombreux autres domaines tels que la culture et le tourisme, qui est l'un des secteurs florissants en Égypte.
La coopération entre les deux parties sera renforcée et élargie grâce à celle établie entre les deux villes, Antananarivo et Le Caire, d'après le ministre des Affaires étrangères, Rafaravav Tafk. La signature de ce mémorandum d'entente entre la ville du Caire et la ville d'Antananarivo symbolise bien plus qu'un simple accord. Elle marque le début d'une ère nouvelle de coopération, de développement et d'échange entre nos deux nations. De nombreux domaines de coopération sont concernés par la formalisation de la signature de ce jour, qui signale l'existence d'une collaboration fructueuse et prometteuse entre nos deux villes. Antananarivo et Le Caire incarnent chacune à leur manière une richesse culturelle, une diversité inestimable et un potentiel de développement qui ne demande qu'à être exploré et exploité de manière conjointe. Antananarivo, notre capitale, est le cœur battant de Madagascar. Un lieu où tradition et modernité se rencontrent harmonieusement. De même, la ville du Caire, avec son riche patrimoine historique et culturel, est une source d'inspiration pour le monde entier. Ce partenariat entre nos deux villes est fondé sur des valeurs communes de respect, de solidarité et d'engagement mutuel pour le progrès de nos populations respectives. Le projet de jumelage de la CEUA et la ville du Caire marque le début d'une collaboration innovante axée sur les échanges d'expériences et de bonnes pratiques de gouvernance locale, spécifiquement dans le domaine de la promotion de la culture, des échanges académiques, des sciences, du sport, de la jeunesse, de la santé, de la gestion et de la préservation de l'environnement et sur les échanges commerciaux. La commune d'Antananarivo, sous l'administration du président de la délégation spéciale d'Antananarivo, s'ouvre pleinement à la coopération avec les pays étrangers afin de concrétiser la vision qu'elle s'est fixée pour le développement de la capitale. En tourisme, une centaine d'opérateurs touristiques étrangers viendront à Madagascar lors de la 10e édition de l'ITM ou International le Tourisme Fair Madagascar et de l'IHM ou International Handicraft Madagascar qui se tiendront en juin prochain. Les préparatifs sont en bonne voie, a déclaré aujourd'hui le ministre de Tourisme et de l'Artisanat, Joël Radjiamanjantou. Fadjissé Mireille nous en dit plus. Une attention particulière est accordée à l'artisanat malgache et aux offres touristiques disponibles à Madagascar lors de l'événement ITM ou International Tourism Fair Madagascar, 10e édition, et la première édition de l'événement IHM ou International Handicraft Madagascar. De nombreuses collaborations entre les opérateurs touristiques sont attendues lors de cet événement. C'est aussi une occasion pour eux de partager leurs expériences dans le domaine du tourisme et de l'artisanat malgache. De nombreux opérateurs touristiques étrangers vendant la destination Madagascar et importateurs d'artisanat malgache viendront à Madagascar pour participer à cet événement. La coopération avec ces derniers qui est importante, assurant ainsi la promotion de ces secteurs dans le pays. Pour rappel, les salons ITM et IHM auront lieu du 20 au 23 juin prochain au CCI Vatu. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur pour cette édition et a été présenté officiellement aujourd'hui. Par ailleurs, le nombre total des sponsors s'élève désormais à 30 et la signature des conventions avec ces sponsors et partenaires a été faite aujourd'hui. Et le gouvernement américain dévoile 2 initiatives pionnières dans le domaine de WASH, les projets Ranuma Arch et Diuser, financés par l'USAID à hauteur de 45 millions de dollars. La mise en œuvre de ces projets durera 5 ans et Ranuma Arch et Diuser vont révolutionner l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans le pays. Mervoulet Sferen et Braz Denilson. Le projet quinquennal Ranuma Arch, financé par l'USAID à hauteur de 35 millions de dollars, vise à améliorer l'accès et l'utilisation de l'eau potable, de l'assainissement et des services d'hygiène pour les ménages ruraux. Ranuma Arch contribuera également à des résultats durables en matière de santé, à une plus grande résilience et à une dynamique de genre plus équitable pour les Malgaches dans cette région du pays, à savoir Vadvav, Fitfnang, Sofia, Betsbouk, Anos, Anjoui et Atsimotsnanan. Le projet Diuser, financé à hauteur de 10 millions de dollars, vise à accroître durablement l'accès des ménages à des produits et services d'assainissement de qualité et abordables dans les zones urbaines et périurbaines ciblées.
Il est mis en œuvre par un consortium et opère dans 3 villes d'intervention, dont Madzang, Tuamas et Fianarantsu. RunMarch œuvre ainsi pour la promotion d'une approche systémique pour renforcer des services WASH durables et gérer localement afin d'autonomiser les communautés, en particulier les femmes et les jeunes. Le projet dirigé par CARE International et ses consortiums encourage le partenariat avec le gouvernement, les institutions, les organisations de la société civile, les communautés et les secteurs privés et les bénéficiaires. RunMarch sera mis en œuvre dans 10 districts et 7 régions de Madagascar. En ce qui concerne le projet d'UCER, c'est un projet quinquennal également, au montant de 10 millions de dollars financé par USAID. C'est un programme d'assainissement urbain. Il vise à augmenter de façon durable l'accès des ménages à des latrines et services de vidange de qualité et accessibles dans des zones urbaines et périurbaines ciblées. Le projet d'UCER, quant à lui, sera mis en œuvre par un consortium dirigé par l'ONG IDE. Grâce au projet RunMarch, plus de 742 000 personnes bénéficieront d'un accès à l'assainissement, dont 312 000 à l'eau potable. Ces systèmes seront gérés par des entreprises locales formées par le projet dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le projet d'UCER permettra à 175 000 personnes de bénéficier d'un service d'assainissement de base. Ces 2 projets sont la continuité du projet RunWash, mis en œuvre pendant 3 ans avec plus de 700 000 bénéficiaires dans 250 communes. Le projet RunWash s'est spécialement focalisé sur le secteur eau, d'où le plaidoyer ayant abouti à ces 2 projets, RunMarch et UCER, selon le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidnia Vravukac. Place maintenant aux actualités internationales. Destination la Chine. Le président chinois Xi Jinping reçoit jeudi 30 mai plusieurs dirigeants et diplomates arabes lors d'un forum à Pékin en quête d'une voie commune sino-arabe sur le conflit à Gaza. Ce forum Chine-Pays arabes auquel participent les présidents égyptiens, émirats tchèques et tunisiens est destiné à raffermir les liens diplomatiques et économiques avec le Moyen-Orient, une région où l'influence du géant asiatique grandit. France 24. Gaza, au cœur des débats à l'ONU. Un nouveau projet de résolution pour un cessez-le-feu immédiat a été présenté au Conseil de sécurité de l'organisation par l'Algérie. 4 jours après la frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Rafah, l'État hébreu le redit, il nie avoir ciblé des civils. Nous avons mené la frappe précise de dimanche, ciblant et éliminant 2 hauts responsables terroristes du Hamas. Leurs mains sont couvertes du sang de nombreuses personnes. La guerre d'Israël ne vise que le Hamas, pas la population de Gaza. Mais dans le monde entier, les condamnations de cette frappe se multiplient. Pour Recep Tayyip Erdogan, l'esprit des Nations Unies est mort à Gaza. Le Brésil rappelle son ambassadeur, tandis que Xi Jinping, qui reçoit les dirigeants arabes ce jeudi, évoque à son tour la reconnaissance d'un État palestinien. La Chine soutient fermement la création d'un État palestinien indépendant, jouissant d'une pleine souveraineté sur la base des frontières établies en 1967 et ayant pour capitale Jérusalem-Est. En visite en Moldavie, le secrétaire d'État des États-Unis presse aussi Israël pour élaborer une ébauche de sortie du conflit. Cela souligne l'impératif d'avoir un plan pour l'après. Parce qu'en l'absence d'un plan pour l'après, il n'y aura pas d'après. Et c'est là que nous devons aller, car nous devons faire le plus rapidement possible. Une prise de position qui pourrait contrecarrer les plans d'Israël, dont un haut responsable a affirmé que la guerre à Gaza pourrait encore durer 7 mois. Ensuite, l'armée israélienne poursuit jeudi malgré les critiques son offensive sur Rafah après avoir affirmé la veille avoir pris le contrôle d'une zone tampon stratégique entre la bande de Gaza et l'Égypte située à proximité de Rafah, nouvel épicentre de sa guerre contre le Hamas. Reportage sous les images de France 24. Ces Palestiniens fouillent les décombres de cet immeuble. Ils ont un espoir, retrouver des survivants. Ce bâtiment à Rafah a été détruit par une frappe israélienne.
Nous étions assis et tout à coup, une frappe a touché le bâtiment. L'armée d'occupation dit que c'est une zone sûre, mais ça n'est pas le cas. Qu'on fait de mal les enfants morts et les personnes disparues. À l'hôpital européen de Khan Younes, des blessés et des corps sans vie continuent d'affluer. Mercredi, les bombardements israéliens se sont poursuivis, tout comme les combats de rue avec des hommes du Hamas. Des chars ont été vus dans le centre-ville de Rafah. L'armée dit avoir pris le contrôle du corridor de Philadelphie, une route de 14 km le long de la frontière de la bande de Gaza avec l'Égypte. Selon les autorités, près de 20 tunnels utilisés par le Hamas ont été découverts. Le Hamas a profité du couloir de Philadelphie pour construire ses infrastructures à quelques mètres de la frontière avec l'Égypte, afin que nous ne puissions pas les attaquer. Nous sommes en train de vérifier ces tunnels et de les neutraliser pendant que les forces poursuivent leur raid. L'offensive israélienne à Rafah a provoqué la fuite d'1 million de personnes. Selon un haut responsable israélien, les combats pourraient encore durer jusqu'à la fin de l'année. Alors que l'armée israélienne a affirmé mercredi 29 mai avoir pris le contrôle d'une zone tampon stratégique entre la bande de Gaza et l'Égypte située à proximité de Rafah, le directeur de l'IRIS estime que l'État hébreu est de plus en plus esselé sur la scène internationale, même si Israël bénéficie toujours du soutien des États-Unis. France 24. La frontière de l'Égypte, effectivement, c'est un point de passage par les tunnels pour les combattants du Hamas. Et puis ça enclave encore un peu plus la bande de Gaza. Donc c'est pour clôturer complètement la bande de Gaza, pour parfaire le blocus. Mais cela risque de poser des problèmes par rapport à l'Égypte, puisque finalement c'est quand même quelque chose qui était un territoire qui était auparavant contrôlé par l'Égypte. C'est un petit peu quand même contraire aux accords de paix entre Tel Aviv et le Caire. Il faudra voir comment les Égyptiens vont répondre à cela. L'impression que Netanyahou n'a pas réellement envie de négocier. C'est ce que les familles des otages lui reprochent, c'est ce qu'une partie de l'opinion lui reproche en Israël. Et Netanyahou est un peu coincé entre les pressions internationales et les familles des Hamas qui lui demandent d'accélérer les négociations, de parvenir à un accord, et en même temps ses alliés d'extrême droite, Ben Gvir et Smotrich, qui sont indispensables pour maintenir la coalition au pouvoir et qui disent non, il faut continuer, il faut poursuivre les bombardements, il faut complètement reconquérir Gaza et complètement éradiquer le Hamas. Et donc la guerre peut durer encore longtemps, et tant que bien sûr il y a des opérations militaires, on ne peut pas réellement parvenir à un accord. Donc en fait, du côté Netanyahou, c'est par la force qu'il pourra récupérer les otages, alors que les familles et les diplomaties extérieures lui disent que c'est plutôt par la négociation qu'il pourra le faire. Les cas, y compris des membres de la coalition de Netanyahou, notamment le ministre de la Défense, lui reprochent de ne pas le faire, de uniquement jouer la carte militaire et ne pas penser au jour d'après. Selon les services américains, 1/3 seulement des forces du Hamas auraient été détruites au bout de presque 8 mois quand même d'offensive militaire. Donc on peut se demander effectivement combien de temps cela va durer encore et quel sera le prix humain, le coût humain pour les civils, et puis aussi bien sûr le prix diplomatique, la montée des tensions, les risques constants de dérapage et nécessairement un isolement croissant d'Israël sur la scène internationale, même si pour l'instant, Joe Biden avait tracé des lignes rouges sur l'offensive sur Rafah en disant qu'il ne fallait pas y procéder. Israël y procède quand même, et finalement Joe Biden ne tient pas compte des lignes rouges qu'il avait lui-même tracées. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.